Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer. Donc, je me présente. Je suis Koudief Sidibé, la responsable du centre de formation et chargée de mission RH à l'UNAFO. Nous avons décidé de vous proposer cet atelier, cette conférence suite à l'intervention du CNEA aux Rencontres nationales 2019 concernant la restructuration des branches professionnelles. Depuis, les travaux ont avancé et une nouvelle branche professionnelle est née, une nouvelle convention collective est née, habitat et logement accompagnés. Donc, il nous semblait tout à fait légitime de nous intéresser à une convention collective qui porte tout de même notre nom. Et pour ce faire, nous avons Farida Lamalem et Violaine Trosseil qui nous présentent en fait l'état des travaux, l'état d'avancement des négociations autour de cette nouvelle convention collective. Donc, Violaine, Farida, je vous laisse prendre la main. Donc, je me présente, Farida Lamalem, juriste référente au sein du CNEA. Je m'occupe de la branche, une des branches, de deux branches au sein du CNEA, la branche éclat, donc ex-animation, et la branche des foyers jeunes travailleurs, pour laquelle nous sommes en train de travailler sur la construction de la branche HLA, donc l'objet aujourd'hui de cet atelier. En termes de présentation, la présentation va s'orienter sur 3 points. Tout d'abord, bien sûr, la présentation du CNEA. Je ne sais pas si vous étiez présent lors du dernier congrès des journées de l'UNAFO l'an dernier sur Rennes, mais effectivement, on était intervenu avec Violaine et Monsieur Jean-Pierre Fonder, qui est un administrateur au sein du CNEA, où nous avions évoqué la question de la restructuration des branches. Vous savez, la question de la restructuration des branches, c'est des travaux qui ont été lancés par le gouvernement sur le fait de réduire le nombre de branches de conventions collectives au niveau national. Et qu'il y a trop de conventions collectives et qu'il est important de diminuer le nombre de conventions collectives pour finalement favoriser la mutualisation. De notre présentation. L'idée, c'est de vous représenter ce qu'est le CNEA, puisque vous ne connaissez pas tous forcément notre organisation, qui est partenaire de l'UNAFO. Pour vous dire rapidement ce qu'est le CNEA, on peut aller à l'autre slide, Koudief, s'il te plaît. Donc, c'est une organisation professionnelle d'employeurs qui a un statut de syndicat d'employeurs, loi 1884. C'est une organisation donc qui rassemble, qui est représentative sur 4 branches professionnelles. Donc vous connaissez très bien pour la plupart d'entre vous celle des foyers et services pour jeunes travailleurs, mais nous sommes également représentatifs sur la branche du sport, la branche de l'animation qui s'appelle maintenant la branche éclat. Elle a changé de nom récemment, mais en gros c'est tout ce qui va être éducation populaire, animation socioculturelle, grand mouvement de défense de l'environnement, pratiques artistiques associatives. Et puis une dernière branche qui est celle du tourisme social et familial. Donc en gros, c'est un peu pour grosso modo, c'est le syndicat d'employeurs de l'éducation populaire. Nous couvrons ainsi, nous avons 12 000 adhérents. Il y en a près de 5 000 qui ont la qualité d'employeur. Alors tous ne sont pas effectivement employeurs parce qu'ils sont intéressés pour avoir les actualités conventionnelles du secteur, parce que potentiellement ils se préparent à être primo-employeurs ou parce qu'ils veulent des connaissances de leur environnement immédiat. Ces 4 branches professionnelles, eh bien ça fait, on a mis 300 000 salariés couverts, mais on est presque plus proche finalement de 400 000. Donc c'est presque finalement le quart des salariés du secteur associatif, puisqu'il y a 1,8 million de salariés dans le secteur associatif en France. Autre précision, effectivement, nous sommes associés à un autre syndicat d'employeurs qui s'appelle le SINOFDES et qui lui est représentatif sur la branche des organismes de formation. Donc nos missions en qualité de syndicat d'employeurs, évidemment, c'est de fédérer nos adhérents. Donc on les fédère autour de questions communes, donc principalement évidemment en lien avec notre objet, c'est-à-dire la fonction employeur. Donc ça va leur permettre d'échanger sur des problématiques communes, que ce soit en termes de gestion des ressources humaines, de droit social. Ils peuvent nous porter des demandes sur l'évolution de la législation du travail, qu'ensuite on va porter auprès du gouvernement, soit par
par l'intermédiaire de l'UDES qui nous fédère, donc l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, ou par d'autres biais. Nous avons pour mission de négocier. Donc, nous négocions les conventions collectives, dont celles des foyers et services pour jeunes travailleurs. Et puis, nous avons également pour mission de les représenter, donc les représenter dans la négociation collective vis-à-vis des organisations syndicales de salariés, mais aussi vis-à-vis des pouvoirs publics ou de tout autre tiers. Donc voilà, voilà qui nous sommes et c'est vraiment à quel titre nous intervenons. Donc effectivement, puisque nous sommes le seul syndicat d'employeurs représentatif sur la branche des foyers et services de jeunes travailleurs, et dans le cadre du sujet qui nous occupe, habitat et logement accompagné, eh bien nous sommes deux à intervenir puisqu'il y a un autre syndicat d'employeurs qui est positionné sur la convention collective des pactes ARIM et qui lui est représentatif. Donc nous intervenons conjointement dans la construction de cette nouvelle convention collective. Alors, j'ai utilisé différents termes. J'ai utilisé les termes branche professionnelle, convention collective. Donc, c'est peut-être l'occasion de faire le point sur ces notions-là et effectivement d'aller sur le slide suivant. Merci, Koudief. Donc, une branche professionnelle, finalement, il n'y a pas de définition très arrêtée. Vous n'en trouverez pas quand vous ouvrirez le Code du travail. Dans le Code du travail, on va avoir le terme de champ conventionnel, de convention collective, d'organisation syndicale de salariés représentatives ou organisation professionnelle d'employeurs représentatives, mais finalement la branche n'est pas formellement définie. Alors c'est pas pour autant que des spécialistes ne se sont pas penchés sur la question et finalement ils ont pu définir selon les doctrines finalement la branche comme un lieu privilégié de dialogue social. C'est là qu'on va finalement fixer, créer des normes. En fait, la branche est créatrice de droit. Hein, elle va fixer les règles conventionnelles qui vont s'appliquer à un secteur donné et qui vont venir régir les relations de travail entre les salariés et les employeurs. Donc sur un même champ homogène d'activité. Et puis c'est également, ça ne se restreint pas à la négociation collective, c'est aussi un lieu de veille. On va faire de la veille sociale, donc sur les évolutions réglementaires, les évolutions des activités, les évolutions socio-démographiques en fait qui vont concerner la typologie pourquoi pas des salariés couverts, veille de l'environnement économique et on va particulièrement s'intéresser dans les branches professionnelles aux questions de formation professionnelle et d'emploi. Ensuite, convention collective, donc c'est le slide qui suit. En fait, la convention collective, là, pour le coup, elle est un peu mieux identifiée dans le cadre du Code du travail. Et c'est un peu, en fait, la même chose, si vous voulez, en général, à gros traits, on a tendance à dire qu'une convention collective, c'est une branche professionnelle. C'est un peu la même chose. Alors après, évidemment, le chantier de rapprochement des branches professionnelles a pu un peu bousculer cette définition et on va pouvoir considérer à l'avenir finalement qu'une branche va pouvoir héberger plusieurs champs conventionnels, notamment quand on est dans un mouvement de fusion. Donc actuellement, la branche HLA, mais on y reviendra dans le détail après, finalement, c'est l'addition de deux champs conventionnels, le champ conventionnel des foyers et services pour jeunes travailleurs d'une part et le champ conventionnel des personnels pacte ARIM d'autre part. La convention collective, quand vous êtes une entreprise, vous n'avez pas le choix, si vous êtes dans le champ d'application, que de l'appliquer. C'est une obligation qui vous est faite de l'appliquer. Dans chaque convention collective, au départ, si vous l'ouvrez, enfin, vous allez plus probablement le consulter sur Internet, sur les Legifrance, vous allez trouver le champ d'application qui est défini au début de manière rigoureuse. C'est-à-dire que à la lecture de ce champ d'application, vous allez voir si effectivement vous devez appliquer parce que vous êtes dans une des activités décrites dans le champ d'application. Et c'est extrêmement important puisque les services de contrôle de l'État, l'inspection du travail, les URSSAF aussi, peuvent se référer au champ d'application pour vérifier que vous appliquez bien la législation sociale à vous-même, à vos salariés, etc. Toutefois, l'organisation professionnelle, donc le syndicat d'employeurs, l'adhésion, elle est toujours libre. Vous êtes libre d'adhérer à l'UNAFO, vous êtes libre d'adhérer au CNEA. Voilà, c'est la liberté d'association telle qu'on la conçoit en France. Mais votre syndicat d'employeurs, en l'occurrence le CNEA pour la convention collective des foyers et services de jeunes travailleurs, et plus tard pour la branche, dès à présent d'ailleurs pour la branche HLA, eh bien, va vous aiguiller, va être un repère précieux en termes de conseil et d'application de la convention collective.
Donc voilà, une fois c'est un peu le point sur ces notions faites, effectivement, certains d'entre vous qui assistaient à ce webinaire n'êtes peut-être pas couverts par une convention collective ou hésitez parce que certains, effectivement, il y a des champs un peu gris en fait. Si vous voulez, on sait que 97% des salariés en France sont couverts par une convention collective. Il en reste 3%. Et donc, ça correspond à des organisations soit qui ne sont pas rigoureusement tracées dans le champ d'application de la convention collective, soit parfois même, alors là c'est plus grave, qui ignorent effectivement leur obligation de couverture conventionnelle. Ceux qui ne sont pas couverts ici se demandent peut-être pour quelles raisons finalement ils devraient appliquer une convention collective, quels en sont les bénéfices. Ils sont nombreux parce que, alors vous êtes peut-être couverts par un accord d'entreprise, mais ça ne règle pas tout. Finalement, la convention collective, elle est négociée au niveau d'un périmètre harmonisé, homogène. Elle va permettre de réguler les conditions de la concurrence, c'est-à-dire que on va considérer que toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, hein, associative ou autre, ça n'a pas de rapport, hein, votre statut. C'est l'activité qui a un rapport. Toutes les entreprises qui tombent dans le champ de cette convention collective vont devoir appliquer les mêmes règles sociales. Et c'est-à-dire ce sont des règles sociales qui vont aller impacter, entre guillemets, le coût du travail. Donc c'est très important et notamment, voilà, vous jouerez avec les mêmes règles en gros. Donc par exemple, la rémunération, quand il y a une augmentation de la valeur du point, la classification, c'est la même qui va s'appliquer à tous. Vous aurez d'autres éléments, même si on sait aujourd'hui que on peut contourner par accord d'entreprise, mais sur la majoration des heures supplémentaires, la majoration des heures complémentaires, vous allez finalement jouer avec les mêmes règles. Et puis votre taux de contribution, par exemple, à la formation professionnelle va être le même. Donc ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que la convention collective, finalement, elle va venir vous sécuriser en tant qu'employeur dans l'application des normes, parce qu'on négocie un cadre qui est convenu avec tout le monde et qui en plus est conforme, vous êtes sûr de sa conformité avec les règles de droit, puisqu'il y a le mécanisme de l'extension, et dans le cadre du mécanisme de l'extension, la Direction générale du travail, hein, qui fait autorité, va vérifier que le texte conventionnel est bien conforme au droit applicable, au droit au droit applicable. Donc ça, c'est sécurisé. C'est aussi des dispositifs clés en main, des dispositions clés en main. Vous êtes une entreprise, certes, vous avez capacité à négocier la plupart du temps, mais parfois non. Mais que vous ayez ou pas cette capacité à négocier, finalement, vous allez vous retrouver avec un corpus de règles qui a été défini en amont, ce qui finalement vous évite potentiellement de négocier si ces règles vous conviennent. En dehors, effectivement, des obligations de négociation que vous pouvez avoir au-delà de 50 salariés. C'est aussi finalement une manière d'apporter des garanties sociales, mais je pense par exemple finalement au panier minimal en fait qui va s'appliquer dans le cadre de la mutuelle, de la complémentaire santé. Ça, c'est défini par la branche professionnelle. C'est aussi quelque chose qui va permettre aux salariés d'évoluer avec un parcours professionnel dans le cadre de ce que va proposer l'OPCO auquel vous êtes rattaché au titre de la branche de manière commune. Donc voilà, j'y reviens pas trop dans le détail parce que je sais que Farida a des exemples aussi plus précis à vous donner dans sa partie et puis qu'il y aura des questions-réponses à la fin. On laissera un large temps pour les questions-réponses. Donc voilà principalement effectivement les bénéfices d'une couverture conventionnelle. Alors, revenir un petit peu, je sais que Farida en a dit 2 mots, même si j'étais un petit peu déconnectée, mais effectivement, pourquoi est-ce qu'on en a de finalement ce champ, cette branche professionnelle habitat et logement accompagné, dite HLA vers la slide suivante, Koudiaf, s'il te plaît, merci. Et en fait, c'est un vaste chantier depuis longtemps, depuis, on va dire, 6-7 ans. Il y a eu de nombreux rapports qui ont été rendus sur les branches professionnelles, mais finalement, les orientations gouvernementales, mais qui datent du quinquennat Hollande, hein, c'est pas propre à la mandature du président Macron, c'est de se dire il y a trop de branches professionnelles en France, en fait on n'y comprend rien, il y a trop de législation sociale distincte qui va s'appliquer notamment pour des secteurs d'activité dont on va considérer qu'ils sont très proches et pourquoi finalement ils n'appliquent pas les mêmes règles. Pour un béotien, si vous voulez voir quelle est la différence finalement entre les foyers et services pour jeunes travailleurs et les associations Solia, par exemple,
De loin, c'est un peu les mêmes métiers, quand même, les mêmes activités. Alors oui, il y a des différences hein, sur les publics, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui va justifier que finalement, il n'est pas tous un même socle de règles, même si après on peut discuter de spécificité, bien évidemment. Et à titre d'exemple, enfin Farida reviendra sur les chiffres après, mais les chambres conventionnelles foyers et services pour jeunes travailleurs et personnel des Pactarim couverts par Solia, finalement, ils sont tout petits. Mais on a des branches qui sont beaucoup plus larges. Je pense à la branche professionnelle de l'animation, qui est devenue branche éclat dans le nom. C'est 130 000 salariés. Et sur ces 130 000 salariés, il y a toute une typologie d'activités extrêmement diverses. Et pour autant, eh bien, ils jouent avec les mêmes règles du jeu, parce qu'il y a des convergences. Donc voilà, c'est un peu la réflexion du gouvernement. Le gouvernement aussi se dit, donc tout ça n'est pas lisible. J'ai plein d'interlocuteurs différents. Donc l'idée, c'est de rationaliser aussi le nombre d'interlocuteurs pour le gouvernement. On connaît l'importance du rattachement à l'OPCO. L'OPCO, c'est l'organisme qui va finalement financer, gérer les contributions conventionnelles à la formation professionnelle, qui va proposer des actions. Il y avait aussi ce souci-là derrière la rationalisation du nombre de branches professionnelles. Finalement, plus j'ai de branches professionnelles, plus potentiellement j'ai de collecteurs et d'OPCO, plus c'est compliqué pour le gouvernement parce qu'il faut se rappeler que la formation professionnelle, c'est quand même un enjeu de politique publique. Au-delà d'être, c'est aussi un sujet de la branche, mais c'est avant tout un enjeu de politique publique. Donc voilà, c'était un sujet important pour le gouvernement. Et puis il y avait aussi ce souci et qui se voit dans la réalité, c'est finalement en rationalisant, en rapprochant les branches professionnelles, et je vais leur donner davantage de moyens parce qu'on va rationaliser les interlocuteurs, on va rassembler sous une même égide davantage d'employeurs, de salariés, et donc finalement les forces vives vont se retrouver rassemblées, c'est-à-dire que plus tard, ça augure de rapprochement entre organisations d'employeurs, entre organisations syndicales de salariés, et on a plus de moyens pour négocier et pour être efficace et pour appréhender plus de choses au service des employeurs et des salariés. Donc, je laisse la parole à Farida qui va aller dans le détail plutôt de ce que sont nos conventions, les conventions collectives dont on parle. Oui, merci Violaine. Du coup, alors effectivement, comme l'a rappelé Violaine, ces travaux de restructuration avec la volonté de réduire le nombre de conventions collectives, en fait, c'est ce contexte-là qui a fait que la CCN des Pactarim a été, ce qu'on dit, il y a eu un arrêté de fusion, en fait, qui a rattaché la convention collective des Pactarim à la CCN des foyers et services pour jeunes travailleurs. En fait, c'est une décision de l'administration parce que lors des réformes, il y avait des critères qui étaient réunis pour se dire que si ces critères n'étaient pas remplis, il y aurait des fusions administrées par l'État pour finalement, on va dire, entre guillemets, forcer la branche à se réunir auprès d'une autre branche. Donc, il y avait une volonté partagée des organisations employeurs côté FLJT Pactarim de se réunir, mais l'État a agi plus rapidement et donc il y a eu cet arrêté de fusion en août 2019 qui a décidé de rattacher donc la CCN des Pactarim à celle des FLJT, avec pour conséquence de se dire que finalement, si ces deux secteurs ne travaillent pas en fait sur l'harmonisation de dispositions conventionnelles, en fait, la convention collective des foyers services pour jeunes travailleurs s'imposerait aux structures des Pactarim dans un délai de 5 ans. Donc, l'idée a été de se dire donc qu'il fallait travailler ensemble pour construire de manière plus intelligente en se disant il faut construire une nouvelle convention collective qui soit cohérente et adaptée aussi bien pour les structures FLJT que pour les structures des Pactarim. Alors, pour comprendre finalement la naissance de la construction de la branche HLA, il faut s'intéresser donc à la genèse, c'est-à-dire les deux secteurs. Que sont les foyers jeunes travailleurs et que sont les Pactarim? Les foyers jeunes et services pour jeunes travailleurs, je dirais à chaque fois FLJT pour aller un peu plus vite. Les FLJT, en fait, ce sont des associations, des entreprises à caractère social qui ont en fait vocation à proposer des logements temporaires dans le cadre d'un accompagnement socio-éducatif global. En fait, ces logements temporaires qui sont proposés, ils sont proposés à des jeunes travailleurs
âgés entre 16 à 25 ans, voire 30 ans, et qui bénéficient donc d'un logement temporaire. Et l'idée, c'est de les accompagner dans un cadre donc socio-éducatif, avec un accompagnement en matière d'emploi, d'insertion, en matière d'accompagnement de manière assez globale pour les aider à entrer dans la vie active et permettre de leur accéder à un logement pérenne. Donc, c'est une situation temporaire. Les foyers de services pour jeunes travailleurs, c'est à peu près, la branche couvre à peu près plus de 5000 salariés répartis sur 290 associations au niveau national, comprenant les dom-tom. En termes d'entreprise, on va dire, sur la répartition, ce sont des structures de petite taille. On a très peu de structures qui ont plus de 50 salariés. La structure la plus importante est une structure qui a plus de 300 salariés. Ensuite, on a des structures de plus de 50 salariés, à peu près 10 structures. Et ensuite, on a plutôt des structures, on va dire, entre 10, 15, 20 salariés au niveau de la branche, en termes de répartition de typologie de structure. Pour les Pactarim, ce sont aussi des associations, des entreprises à caractère social, qui, eux, exercent en fait sur l'ensemble du territoire national également un socle commun d'action en faveur de personnes fragiles, précaires, vulnérables sur 2 axes, l'accès et le maintien dans l'habitat. Donc, c'est les missions des Pactarim. En termes d'entreprise, on a une branche qui couvre plus de 2500 salariés, répartis sur 180 associations au niveau national. Et en termes de répartition de typologie de structure, on a quasi la même typologie, c'est-à-dire que les Pactarim, ce sont aussi des petites structures. On a très peu de structures de plus de 50. En termes de typologie, on est quasi similaire. On a parlé de la branche. Violaine vous a expliqué la distinction entre branche et convention collective. Effectivement, quand on parle de branche, on dit souvent que la branche, c'est une convention collective. Donc, avant l'arrêté de fusion, aujourd'hui on construit cette branche HLA, on a donc une CCN FSJT et une CCN Pactarim. La CCN FSJT, c'est une CCN ancienne. Elle a été créée en 1969, la première convention collective, avec la volonté finalement de créer des règles protectrices en matière de protection sociale complémentaire pour les salariés qui exercent leur mission au sein de foyers jeunes travailleurs. C'est comme ça que la convention collective est née. Elle a été ensuite dénoncée dans les années 2000, puis une nouvelle convention a été créée le 16 juillet 2003 avec une extension en 2004. Quand on parle d'extension, c'est une notion importante parce qu'elle permet finalement de savoir à quel moment on doit appliquer un texte à partir du moment où la DGT va étendre ce texte, la convention collective ou un accord ou un avenant. Donc, c'est une notion très importante, la notion d'extension. Ensuite, cette CCN FSJT, donc, elle vit depuis des décennies. Et en fait, pour la faire vivre, comme l'a dit Violaine, il faut un syndicat employeur ou une organisation professionnelle. C'est la même terminologie, quoi, la même définition. Et en face, il nous faut des organisations syndicales représentatives de salariés pour pouvoir négocier et conclure un texte conventionnel. Au niveau de la branche des FSJT, donc on a un syndicat employeur représentatif, le CNEA, et on a 3 organisations syndicales représentatives, la CFDT, FO et la CGT. Et donc, on se réunit entre nous au sein de ce qu'on appelle des commissions paritaires pour travailler, négocier et conclure des textes conventionnels. Donc, ça se fait au niveau de commissions paritaires. On a un dialogue social au niveau de la branche FSJT qui est très actif, très dynamique. C'est une CCN ancienne et qui a c'est historique, donc il y a cette volonté de se réunir, d'avancer, d'être à jour sur les obligations légales et réglementaires, mais aussi d'innover sur certaines dispositions. Et en fait, on décide dans des commissions soit techniques qui vont être consacrées à la formation professionnelle, à la prévoyance, à la santé, ou alors on va travailler sur des thématiques qu'on va retrouver dans toutes les conventions collectives, comme sur la durée du travail, les classifications, le droit syndical. Voilà, au niveau de la CCN FSJT. Ensuite, on a la CCN des Pactarim, qui est plus récente. Elle a été conclue en 1983 et étendue en 1988. On a un dialogue social qui existe, mais qui est différent des pratiques FSJT. C'est aussi historique.
Pourquoi? Parce que autour de la table pour la négociation de la Pactarim, on a une fédération, donc qui a la double casquette, à la fois de syndicat employeur, mais également tête de réseau. Donc ils exercent la fonction employeur, mais le dialogue social est moins rythmé, moins, on va dire, moins présent. Du coup, le dialogue social se fait aussi au niveau d'une commission paritaire qui se réunit 4 fois par an pour traiter l'ensemble des sujets, alors que au niveau des FFJT, on avait un dialogue social très rythmé et très séquencé selon les thématiques. Donc, on avait des pratiques totalement différentes. Au niveau de la négociation Pactarim, on a donc une fédération, Solia, et 4 organisations syndicales représentatives qui sont la CFDT, FO, la CGT et Solidaire. Alors, pour comprendre la construction de la branche HLA, donc habitat et logement accompagné, il fallait comprendre la genèse. En fait, aujourd'hui, la branche HLA, c'est quoi? C'est l'union, la fusion de 2 secteurs, les FLJT et les Pactarim. Donc aujourd'hui, c'est ça, la branche HLA. Lorsqu'il y a eu l'arrêté de fusion en août 2019, qui a décidé que finalement la CCN des Pactarim était de manière obligatoire annexée à la CCN des FLJT, il a fallu que l'ensemble des partenaires sociaux, donc aussi bien syndicats employeurs, FLJT, plus les organisations syndicales représentatives côté FLJT, puis la fédération côté Pactarim et les organisations syndicales représentatives côté Pactarim, on a dû se réunir tous ensemble. L'ensemble des partenaires sociaux des 2 branches ont dû se réunir pour travailler et se dire comment finalement on travaille ensemble pour quel est notre objectif, comment on va travailler l'harmonisation des dispositions conventionnelles pour ne pas que finalement il y ait, on va dire, pour ne pas que les règles de la CCN des FLJT soient imposées aux structures des Pactarim dans un délai de 5 ans. L'idée est de travailler de manière intelligente et pour nous, il y avait une vraie opportunité de travailler sur un secteur du logement accompagné. Violaine en reviendra un peu plus tard pourquoi nous avons choisi finalement ce nom de logement accompagné, mais c'est important de comprendre comment les choses sont nées. Donc, la fusion de ces 2 secteurs par un arrêté de fusion, la rencontre des partenaires sociaux des 2 branches. À partir de là, pour pouvoir en fait négocier sur une nouvelle convention collective, parce que c'est l'objectif qui est défini par l'ensemble des partenaires sociaux, travailler sur une nouvelle convention collective dans un délai avant des 5 ans pour ne pas voir les règles imposées aux structures des Pactarim. Il a fallu créer un cadre juridique, une instance pour pouvoir finalement décider et négocier des accords. C'est ce qu'on appelle la CPPNI, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. En fait, c'est cette instance qui a la légitimité de négocier, de conclure et de valider des accords au niveau d'une branche. Une fois que ce cadre juridique a été posé, donc on a eu un accord numéro 19 qui crée cette CPPNI et qui va donc réunir l'ensemble des partenaires sociaux du secteur des FLJT et celui des Pactarim. On a conclu cet accord le 28 novembre 2019. Donc, on a été très réactifs puisque l'arrêté de fusion a été en août. En novembre, on avait déjà conclu un accord sur la mise en place de la CPPNI. Et en parallèle, on a aussi négocié ce qu'on appelle un accord de méthode du 28 novembre 2019 également, qui va finalement cadrer les thèmes de négociation prioritaires sur lesquels on souhaite travailler d'ici 2 ans pour commencer à créer cette nouvelle convention collective. On reviendra un peu plus tard sur les thématiques, mais voici les premières étapes, en tout cas, de la construction de la branche HLA. Ensuite, une fois qu'on a posé le cadre juridique avec cette CPPNI, on avait la légitimité de travailler, de négocier sur la nouvelle convention collective et donc de commencer à élaborer de nouvelles règles conventionnelles pour le secteur aussi bien Pactarim que le secteur des FLJT. À partir de là, on s'est dit que la priorité, avant de travailler sur la durée du travail, sur la formation professionnelle ou toute autre thématique, il était important de travailler sur le nom de la CCN, de la convention collective, et de montrer finalement la fusion des 2 champs conventionnels. Pour cela, on a conclu un avenant, c'est l'avenant numéro 53 du 3 juin 2020, qui finalement unifie les 2 champs et change le nom de la convention collective
Parce que quand on négociait des accords, on écrivait à chaque fois CCN FSJT à laquelle est annexée la CCN des Pactarim. On s'est dit qu'il fallait travailler sur ce nom et en fait, le nom devait refléter les proximités en termes de métier, d'activité et de valeur. Et en fait, c'est ce qui a été formalisé par la conclusion de l'avenant numéro 53, conclu en juin et qui a été étendu déjà en novembre 2020. Et c'est une notion très importante parce que, comme l'a dit Violaine, l'extension finalement, c'est la validité de la légalité par la DGT. Et en plus, pour nous, c'est un avenant très symbolique parce que finalement, c'est un changement de nom. Ça permet de nous rendre plus visibles, ces deux secteurs. Et en plus, pour le coup, ça veut dire que la DGT valide notre démarche et elle reconnaît la légalité de ce nom d'habitat et de logement accompagné. Voilà. Et donc maintenant, on va vous expliquer pourquoi ce nom d'habitat et logement accompagné qui réunit aujourd'hui les champs FSJT et Pactarim. Oui, merci Farida. Effectivement, donc ce nom, en fait, il est le reflet finalement de ce que font et de ce qui réunit les deux champs conventionnels abrités sous cette nouvelle convention collective, donc habitat et logement accompagné. Euh, il est aussi le reflet de la démarche qui nous a conduit à nous rapprocher, c'est-à-dire qu'il y a eu cet arrêté de fusion, comme vous l'a expliqué Farida. Donc, on appelle ça une sorte de fusion administrée, puisque finalement, on pourrait penser qu'elle n'a pas été choisie, puisque c'est un acte administratif qui a été posé à un moment donné, mais cette fusion, elle a bien été choisie à l'origine, puisque en fait, le CNEA pour la convention collective des FSJT et la Fédération Solia pour la convention collective des personnels Pactarim avaient commencé à discuter bien en amont et plus de 2 ans avant cet arrêté de fusion. Au départ, les deux organisations, avec les organisations syndicales de salariés, étaient vraiment dans une démarche de rapprochement volontaire qui finalement s'est trouvée accélérée par cet arrêté de fusion. Mais cette démarche n'est pas née de rien, puisqu'en fait, elle est partie du constat que nous avions d'une part une convergence de valeurs et de visions, et d'autre part une convergence finalement, une grande proximité dans les activités, les métiers et nos modèles économiques. Donc ce nom reflète tout ça. Quelles sont ces convergences? En fait, l'habitat et le logement, en fait, sont vus non pas comme une finalité, mais un moyen d'insertion et de faire insertion durable au bénéfice des résidents. Donc c'est une démarche qui se construit dans la durée. C'est aussi cette convergence de valeurs et de vision, c'est un ancrage fort dans l'économie sociale et solidaire, puisque nos structures sont à statut associatif et elles concourent finalement à l'inclusion sociale et à l'émancipation des individus comme quelque chose de revendiqué. Et puis elles leur fournissent des services de proximité, sont très ancrées sur les territoires et ce sont aussi des structures qui agissent en réseau et elles mobilisent effectivement des démarches d'animation, d'éducation populaire pour amener vers l'insertion les résidents, les jeunes qui sont logés effectivement dans les foyers ou les associations Solia. C'est aussi effectivement donc une vision des finalités communes, mais ce sont donc des activités très proches et qui mobilisent des professionnels finalement qui font les mêmes métiers au quotidien, qui ont les mêmes qualifications, les mêmes compétences, même s'il y a quelques petites spécificités sur chacun des champs. Mais en gros, vous allez avoir des professionnels de la gestion locative, des professionnels du développement, des professionnels de l'accompagnement social et de l'accompagnement socio-éducatif, des gens qui mènent des chargés d'études, et puis vous allez également avoir toutes les fonctions support qui sont communes à toute entreprise, hein, la comptabilité, les ressources humaines, la communication. Et nous avons quelques petites spécificités effectivement, puisque les foyers et services pour jeunes travailleurs
Beaucoup d'entre eux ont des services de restauration, donc de restauration, pas du bâti, hein, mais de l'alimentation, effectivement, ce qui n'est pas le cas des associations Solia. Et puis, effectivement, chez Solia, il y a davantage la préoccupation sans doute de la maîtrise d'ouvrage. Voilà, bien que les FSJT, effectivement, notamment quand ils sont propriétaires de bâtis ou quand ils ont une logique de développement, doivent aussi mettre en œuvre de la maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, c'était en fait tous ces éléments communs. Et il y a aussi celui non négligeable, effectivement, je parlais de modèle économique, en fait, c'est le lien qui existe avec les politiques publiques. Finalement, les deux typologies d'associations concourent à des objectifs de politique publique, qui sont celles du logement, par là même, soit bénéficient d'agréments, agréments préfectoraux, elles répondent à des appels d'offres, et elles sont en lien avec des financeurs finalement qui vont être des conseils départementaux ou autres. Donc ça en faisait finalement un tissu économique, socio-économique très cohérent. Les prochaines étapes, effectivement, donc comme Farida vous l'a expliqué, nous avons donc conclu, négocié un accord de méthode, et en fait, donc les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur les priorités en fait de négociation pour le nouvel édifice conventionnel. C'est-à-dire que petit à petit, finalement, la convention collective socle, qui est celle, le champ conventionnel foyer et services jeunes travailleurs, va être révisée. Et à partir du moment où le thème se retrouve dans la convention qui est annexée, celle des pactarim, est le même, eh bien, petit à petit, le nouvel accord négocié va venir couvrir à la fois les associations FSJT et les associations Solia. Dans toute bonne négociation de branche, le premier sujet qu'on va négocier, ce qui est logique, hein, c'est le droit syndical national. Pourquoi? Parce qu'il permet effectivement d'organiser le dialogue social. Donc on fixe les règles du jeu, on fixe les moyens humains, financiers qui vont être mis en œuvre pour la négociation collective. Donc Farida vous l'a dit, il y a eu un accord qui a institué une CPPNI unique, mais on va aussi régler par là même le droit syndical et l'aide au paritarisme qui sert à financer finalement le fonctionnement du dialogue social. Il y a aussi le droit syndical en entreprise qui est évidemment une source de préoccupation importante et pour les syndicats de salariés, mais pas que, puisqu'en fait, effectivement, si vous n'avez pas de droit syndical structuré dans les entreprises, finalement, vous vous retrouvez dépourvu au niveau de la branche quand vous voulez négocier, puisqu'on sait que les négociateurs sont souvent des délégués syndicaux détachés pour négocier au niveau de la branche. Et nous avons aussi, nous sommes convenus que les sujets de la prévoyance et les frais de santé ainsi que la formation professionnelle étaient des sujets prioritaires. Donc ça, ce sont nos sujets prioritaires dans les 2 ans à venir, mais il y en a bien d'autres qui sont notamment les classifications, gros chantier que nous allons entamer. C'est pas parce qu'on ne le met pas à la table des négociations tout de suite que ça ne fait pas l'objet d'un travail dès à présent. Donc on travaille plutôt dans le cadre de groupes de travail. Il y aura également la manière d'envisager les rémunérations. Donc, comment est-ce que finalement le système de rémunération se met en place, selon quelle valeur de points au pluriel, et certainement, puisque vous le savez, dans les foyers et services pour jeunes travailleurs, par exemple, on a 2 valeurs de points. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on a commencé les négociations, elles sont en cours actuellement, donc selon l'agenda qu'on s'est fixé sur le droit syndical national, sur le droit syndical en entreprise et effectivement sur les 2 autres sujets que vous avez listés, la prévoyance et la formation professionnelle. Alors ce sont des choses qui prennent du temps puisque Farida vous a expliqué les mécanismes. On se met d'abord d'accord au niveau employeur entre CNEA et Solia puisque nous partons avec des règles qui n'étaient pas les mêmes dans les différentes conventions collectives. Donc déjà, il faut qu'il y ait un front patronal, j'ai envie de dire uni, c'est-à-dire qu'on partage la même vision de là où on veut aller. Et ensuite, quand nous nous sommes mis d'accord entre nous, nous proposons
notre vision aux organisations syndicales de salariés et nous commençons à écrire les textes sur lesquels nous allons discuter. Donc en fait, ce sont les trois sujets que vous voyez là et même le quatrième que j'ai cité, droit syndical en entreprise. Eh bien, ce sont quatre sujets finalement que nous menons de front parce que il faut bien voir aussi que dans la négociation du nouvel édifice conventionnel, c'est aussi un équilibre qui va être recherché par les parties tout au long de la négociation. Donc, nous avançons pas à pas en parallèle sur ces quatre sujets voilà, nous sommes fixés comme but d'aboutir en 2021 sur ces quatre sujets. Et je laisse la parole à Farida qui va enchaîner sur les opportunités en fait qu'offre ce travail pour le logement accompagné dans son ensemble. Merci, merci Violaine. Oui, merci Violaine. Je vérifie si mon micro n'était pas fermé. Effectivement, les opportunités en fait pour le secteur du logement accompagné. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de branche professionnelle structurée pour le logement accompagné. Quand on dit qu'il n'y a pas de branche professionnelle, on vous a rappelé la définition de ce qu'était une branche et ce qu'était une convention collective. Donc aujourd'hui, on n'a pas une convention collective qui va couvrir toutes les structures qui vont agir dans toutes les missions qui vont relever du logement accompagné. On n'a pas cette convention collective et on n'a pas cette branche professionnelle. On a la branche effectivement habitat et logement accompagné, mais la branche habitat et logement accompagné, aujourd'hui, comme l'a dit Violaine, elle regroupe au niveau du champ d'application les structures FSJT et les structures des pactarim. Elle est définie aujourd'hui comme ça. Donc, on a pourtant des structures qui vont agir pour le logement des plus précaires, qui, dans le cadre de la restructuration, en fait, pourraient bénéficier de toutes les opportunités si elles faisaient partie d'un ensemble structuré. On l'a rappelé en introduction, Violaine l'a rappelé quels étaient les intérêts finalement d'une couverture branche. Il y a beaucoup d'intérêts pour des structures de faire partie d'une branche professionnelle pour bénéficier de tout ce qui va être de la mutualisation en matière de formation professionnelle, en matière de frais de santé, mais aussi de tout ce que peut apporter une branche professionnelle et de faire partie d'un réseau employeur avec une représentation par un syndicat employeur. Donc aujourd'hui, on n'a pas cette branche professionnelle structurée. On a effectivement une nouvelle branche avec une nouvelle CCN qui est en train de se créer, qui est habitat et logement accompagné. Mais aujourd'hui, elle regroupe un champ d'application bien défini, les foyers services pour jeunes travailleurs et les pactarim. Alors en gros, finalement, quelles sont les opportunités de demain pour le secteur du logement accompagné? En fait, la CCN HLA, donc la CCN qui va venir dans les prochaines années, qui sera totalement, on va dire, construite, on a une vraie opportunité, on a une vraie chance parce que on va construire quelque chose de nouveau pour un secteur du logement accompagné. Donc, on va penser métier, compétences du logement. Quand on a une convention collective, on va régir finalement toutes les relations de travail entre employeurs salariés. Donc, on va prévoir un cadre avec des garanties sociales, mais aussi un cadre pour l'employeur pour sécuriser finalement l'employeur dans toutes les relations, on va dire, de travail avec les salariés et prévoir de nombreuses règles conventionnelles en matière de droit social et aussi de protection sociale. Donc, c'est une vraie chance pour nous, en tout cas, de construire quelque chose de nouveau avec un objectif et plusieurs enjeux, en fait, qui sont dégagés. C'est-à-dire que quand on va penser à la négociation de cette nouvelle convention collective, en pensant métier, compétences, on a des enjeux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on identifie le secteur du logement accompagné avec des filières métiers et des certifications propres. Donc, quand on va aborder le sujet de la formation professionnelle avec les structures FSJT et Pactarim, on aura une vision, certes, qui vont concerner les FSJT et Pactarim, mais on aura une vision plus large, parce que les FSJT et les Pactarim, si elles se sont réunies et si on a donné le nom du logement accompagné, c'est que nous, on considérait que ces structures représentaient le logement accompagné. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'on a aussi des adhérents de l'UNAFO qui sont FSJT, Pactarim. Donc on a de réels points communs, en tout cas qui nous unissent, et on se dit que
il y a aussi d'autres enjeux dans la création de cette nouvelle convention collective. Au-delà de l'identification d'un secteur, c'est rendre ce secteur plus visible. On sait que le secteur du logement accompagné, hein, qui est aussi porté par l'UNAFO et qui représente très bien le secteur du logement accompagné, qui porte toutes les questions de lobbying en matière d'activité, on sait qu'on a un partenariat fort et étroit avec l'UNAFO, et pour la partie finalement relation, on va dire employeur, on va travailler étroitement en collaboration pour finalement mieux, on va dire, rendre plus visible ce secteur. Et on le sait que la visibilité est très importante. On le voit aujourd'hui avec le contexte de la crise sanitaire. Pour les branches qui sont peu visibles, lorsqu'il y a des décisions gouvernementales sur des décisions très importantes sur la fermeture, l'ouverture, l'octroi d'aide, le fait qu'il y ait un représentant au niveau d'une organisation pour porter finalement le secteur a un réel impact. Nous, on l'a vu au sein du CNEA, hein, pour nos structures qui ont été très touchés au niveau de l'animation du sport. Le CNEA a pu porter en tout cas des choses qui ont été ensuite mises en œuvre par le gouvernement. Donc c'est très très important la visibilité d'un secteur qui est porté par des organisations. Là, on a la chance de pouvoir travailler étroitement en plus avec nos partenaires comme l'UNAFO. D'autres enjeux ont été dégagés, comme tout ce qui va être lié à l'attractivité du secteur, à la création de parcours professionnels, de la mobilité pour les salariés au sein des structures FFJT, Pactari, mais aussi de manière plus large pour le logement accompagné. Lorsqu'on va travailler sur la classification, ça va être un sujet très très important et il va falloir travailler sur une vision aussi bien court terme qu'à long terme, travailler aussi sur tout ce qui va être emploi et compétences pour le secteur. Enfin, d'autres enjeux ont été dégagés. C'est bien sûr la sécurisation des relations entre l'employeur et le salarié, sécuriser les règles juridiques en matière de droit du travail. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de structures qui ne sont pas couvertes par des branches nous diront on peut conclure des accords d'entreprise, on peut aussi négocier au sein d'une entreprise et les ordonnances Macron, effectivement, ont facilité, on va dire, les choses au niveau de la négociation en entreprise. Elles ont aussi ouvert beaucoup de sujets à la négociation au niveau de l'entreprise, mais elles ne suffisent pas. Il ne faut pas oublier que les ordonnances Macron prévoient quand même 3 blocs avec un bloc 1 qui est intitulé primauté de l'accord de branche. Donc la branche a un vrai rôle au niveau de certains sujets et il ne faut pas oublier non plus que finalement il y a certains sujets, s'il n'y a pas d'accord de branche, la structure ne pourra pas le mettre en place. On a l'exemple de la proie. S'il n'y a pas un accord de branche étendu sur le sujet, la structure ne pourra pas utiliser ce dispositif de proie. D'autres exemples, comme aujourd'hui un sujet qui est pris par beaucoup de branches, c'est l'activité partielle de longue durée. On sait que la mise en place peut se faire par un accord d'entreprise, à défaut aussi par un accord de branche étendu. D'accord, il y a la possibilité d'accord d'entreprise, mais on a beaucoup de structures, soit elles n'ont pas de représentants du personnel, donc elles ne peuvent négocier, donc elles ne pourront pas mettre en place l'activité partielle longue durée, ou alors elles peuvent négocier, mais elles peuvent se retrouver dans une situation, on va dire, de difficulté de dialogue social au sein de la structure et donc ne pas aboutir à un accord. Et là, il y a la possibilité finalement, avec l'accord de branche, de finalement, pour les structures dépourvues de représentants du personnel ou alors pourvus de représentants du personnel mais qui n'arrivent pas à aboutir, de finalement utiliser un accord de branche et donc finalement l'accord de branche va augmenter le pouvoir d'agir au sein de l'entreprise. Donc finalement tous ces enjeux très importants, on va les travailler ensemble donc avec les partenaires sociaux, que ce soit FFJT et Pactarim. On construit la branche HLA, on va penser à ce métier compétences pour ce secteur et bien sûr ça se fera en collaboration et en partenariat avec nos partenaires comme notamment l'UNAFO dont je vais certainement laisser la main aux participants si vous avez des questions sur ce qu'on a pu aborder avec Violaine. Alors, est-ce que vous avez peut-être des questions? En tout cas, sur le chat, je ne vois pas de questions écrites, mais peut-être que quelqu'un a une question à l'oral et qui souhaite intervenir. Oui, bonjour, je suis Alice Dufour, je suis de l'association Aurélie. Donc, si je comprends bien aujourd'hui, la convention collective, donc elle a changé de nom, et donc on retrouve le nom logement accompagné, enfin le terme logement accompagné. Pour autant, par exemple, concrètement l'association Aurélie, qui est dans le secteur du logement accompagné,
ne relèvera pas de cette convention là en l'état. Peut-être dans le futur, mais pas en l'état, c'est ça? Effectivement, pardon Violaine, effectivement c'est bien cela. Aujourd'hui, lorsqu'on a conclu l'avenant numéro 53, on a simplement unifié, réuni les deux champs d'application. Donc on n'a pas modifié l'article 1 de la CCN-FFJT et l'article 1 de la CCN Pactarim qui définissait le champ d'application. On a pris ces deux articles, on les a fusionnés pour dire que la CCN Habitat et Logement Accompagné s'applique à ces deux secteurs. La seule différence qu'il y a eu, en fait, c'est on a supprimé le terme association pour parler d'entreprise à caractère social. C'est la seule chose que nous avons modifiée dans les champs d'application. Donc, effectivement, en l'état, même avec l'extension de l'avenant 53, aujourd'hui, la CCN HLA, elle s'applique aux structures FFJT de manière obligatoire et aux structures des Pactarim. Ensuite, elle peut s'appliquer de manière volontaire pour les structures qui ne rentreraient pas dans ce champ d'application. Il n'y a pas d'obligation, mais pour autant, une structure qui ne relève pas d'une convention collective pourrait dire « je souhaite appliquer de manière volontaire cette CCN, je souhaite adhérer à l'organisation professionnelle employeur pour être conseillé au moment où je vais adhérer dans cette convention collective et mettre en œuvre les différentes dispositions. » Est-ce qu'il y a une volonté d'élargir le champ ou pas? Très concrètement, Olivier Renaud d'Adélie, je peux interagir, Farida? Je voulais souligner la qualité de votre présentation et de l'histoire et de la façon dont les enjeux se présentent aujourd'hui. Très concrètement, il y a un enjeu politique et stratégique de l'avoir appelé habitat et logement accompagné. On va pas se le cacher. L'enjeu, il est de se dire que c'est une main tendue vers tout le secteur du logement accompagné qui aujourd'hui, dont les employeurs aujourd'hui n'ont pas de branche, n'ont pas de rattachement à la branche. L'enjeu est de se dire, selon ceux qui ont travaillé à tout ça, les deux branches, à la fois les acteurs de Solia et les acteurs de la branche FJT, c'est qu'effectivement, il ne faut pas se réduire aux branches FJT, etc. Il faut s'élargir à l'ensemble du champ du logement accompagné, proposer aux acteurs de nous rejoindre. Et j'aurais envie de dire à tous les employeurs, à toutes les associations employeurs aujourd'hui qui ne sont pas rattachés à une convention collective, de venir nous rejoindre maintenant, parce que c'est dans les 2-3 prochaines années que nous allons construire ensemble les grilles des métiers, que nous allons construire ensemble l'ensemble de ce qui va structurer la convention collective de la branche HLA, à la fois avec les particularités des acteurs de Solia, les particularités des acteurs des FJT qui sont dans le logement accompagné, mais avec un public spécifique, mais aussi tous les autres qui vont nous rejoindre et auxquels on tend la main, pour être très clair, de venir nous rejoindre pour qu'ensemble on construise une branche plus conséquente de l'ensemble des acteurs du logement accompagné, de l'habitat adapté, de tout ce qui fait la particularité de ce champ qui est entre le trait social et l'USH et les bailleurs sociaux. Voilà, c'est un peu l'ambition qui a été politiquement portée pour le choix de ce nom qui n'est plus que FJT, qui n'est plus que Solina, qui est ouvert à tout l'habitat et le logement accompagné. Exactement, merci Olivier. C'est comme le dit Olivier, c'est vraiment cette main tendue et c'est maintenant que ça se joue parce que demain, comme je vous le disais, les objectifs du gouvernement qui seront très convergents d'année en année et qui ne changent pas forcément en fonction du quinquennat, c'est de voir tous les salariés couverts conventionnellement. Donc demain, vous qui n'appliquez pas de convention collective n'êtes pas à l'abri que le gouvernement ne vous y incite très fortement, voire vous y oblige en fin de compte. Et donc l'intérêt, c'est plutôt de travailler dès à présent avec nous dans le cadre d'un dialogue construit, avec l'aide d'UNAFO et d'autres grandes organisations, voilà, avec qui nous travaillons. Et effectivement, vous le voyez, on est vraiment dans cette démarche de consensus puisque avec le collège employeur de la convention collective Pactarim Solia, on nourrit un travail vraiment d'orfèvre, une qualité de dialogue sur le long terme. Et effectivement, c'est cette qualité de dialogue que nous avons envie de nouer également avec ceux qui aujourd'hui ne sont pas concernés, mais pourraient l'être demain. Donc, anticipons ensemble, puisque finalement, le gouvernement, les pouvoirs publics ne vous laisseront sans doute pas le choix à terme. Un peu au même titre que les mutuelles. Aujourd'hui, il y a une obligation de rattachement à une mutuelle. On est clair que le sens de l'histoire ira, par souci de protection de l'ensemble des collaborateurs, à une obligation de rattachement à une branche.
Monsieur Vudel souhaite prendre la parole. Oui. Bonjour, alors moi je dirige Eneo, donc structure du logement accompagné à Paris. Notre spécificité à nous, c'est qu'historiquement, on est rattaché à une convention collective de l'hôtellerie. Et du coup, j'aurais aimé avoir un peu en tête les modalités de basculement d'une convention collective éventuellement à une autre. J'imagine que ça veut dire qu'on change de syndicat employeur et que, je dirais un peu concomitamment, on change de convention collective. Et par contre, comme vous êtes dans une démarche de fusion avec deux conventions collectives qui sont en train de se rapprocher, finalement, même si on peut entamer des discussions aujourd'hui, on n'est sans doute pas prêt, nous, à se rattacher à l'une ou à l'autre ou à cette espèce de fusion en cours. Donc, d'une manière un peu pratico-pratique, à quel moment est-ce que vous imaginez que des structures comme nous, qui ne dépendent pas des champs conventionnels actuels, soient en mesure de se rattacher à cette future convention collective? Très pratiquement, en fait, vous allez effectivement, alors c'est cadré juridiquement, il va y avoir un travail de dénonciation à faire, effectivement. Moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement de vous rapprocher du CNEA. On est prêt à travailler avec vous pour vous accompagner là-dessus. Il va sans doute y avoir un travail de benchmark déjà, hein, de comparatif assez important à faire entre la convention collective que vous appliquez à présent et celle de HLA, sachant que HLA, hein, le corps que vous devez prendre en compte, c'est bien finalement l'ancienne convention collective des foyers et services pour jeunes travailleurs, parce que c'est celle qui fait référence pour le moment et dont les dispositions vont être avenantées au fur et à mesure. Et pour que effectivement on puisse prendre en compte au mieux vos préoccupations, on sera ravis que vous adhériez au CNEA. Ce n'est pas une obligation, mais moi je vous invite, on reprend contact en marge de cette réunion et on vous explique dans le détail par rapport à votre cas de figure la manière de procéder. Mais effectivement, j'imagine que la convention collective de l'hôtellerie-restauration doit être extrêmement éloignée de votre activité et que ça doit vous poser quelques soucis. Donc moi sur le timing, je dirais le plus tôt est le mieux. En fait, pas sur faut pas se précipiter dans le process pour vous en interne de votre entreprise, mais le rapprochement pour des conseils avec nous par exemple, je dirais le plus tôt est le mieux. Ok, très bien. Parfait, on vous entend. Oui, Bernard Bucholzer, président d'Arial, association qui gère à Montbéliard des résidences sociales et des maisons relais. Nous n'adhérons pour le moment pas à une convention collective, mais bien sûr la question est à l'ordre du jour depuis quelque temps déjà et nous hésitions à choisir. Nous avons des accords disons d'entreprise qui fonctionnent depuis une vingtaine d'années et pour moi, la question, c'est, je me préoccupe du coût de tout ça. Si vous voulez, il y a un principe général qui s'applique dans ce genre de négociation, c'est qu'on s'aligne toujours sur le mieux-disant. Donc, on va assister peut-être à une inflation, disons, des mesures, des coûts, que ce soit salariaux, protection sociale, avantages divers. Est-ce que dans les négociations auxquelles vous participez, je veux dire, il y a un garde-fou par rapport à cette inflation de coûts qui peut se générer dans ce genre de négociation pour arriver à un document unique dont on pourrait tout de suite l'écrire qu'il reprend ce qu'il y a de mieux dans chacune des conventions actuelles. Deuxième question aussi des coûts. Quel est le coût d'adhésion au CNEA puisqu'on adhère déjà à l'UNAFO? Donc là aussi, il y a des additions de coûts disons, qui se feront pour des associations qui se portent pas forcément, disons, qui n'ont pas les moyens, je veux dire, de tout supporter à la fois, quoi. Hein. Voilà. C'est tout, j'ai pas d'autres questions. Vas-y Farida, je te compléterai. Oui, alors en termes de coûts, je connais pas les coûts comme ça, mais ce sont des tarifs très 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 raisonnables pour un syndicat employeur. Donc ça, on en parlera peut-être. On pourra se mettre en relation entre nous si vous le souhaitez, en tout cas.
pour vous Juste, communiquer. en fait les coûts, c'est comme dit Farida, c'est très raisonnable, hein. Vous avez une part socle, quel que soit votre nombre d'effectifs, qui est à 120 euros par an, et après vous avez des tranches supplémentaires qui s'ajoutent en fonction de votre nombre d'effectifs ETP, et plus vous avez de TP, plus le coût devient proportionnellement raisonnable en fait. Voilà, mais effectivement notre service relation aux adhérents pourra, en fonction de votre cas de figure, vous donner le coût détaillé. À mettre en rapport quand même avec une aide juridique qui est très précieuse, avec un soutien, avec des newsletters qui sont de très bonne qualité, parce que c'est un syndicat qui a de l'histoire. Donc voilà, je veux le souligner. C'est difficile pour les acteurs du CNA de dire ça dans cette conférence, mais moi je peux le dire. Alors, on va essayer d'avancer parce que Oui, mais le temps joue contre nous. vous m'avez répondu comme Je vous n'ai m'avez répondu répondu. on a répondu que partiellement, effectivement, les coûts, effectivement. Donc là, par exemple, effectivement, dans la construction de la nouvelle convention collective, c'est vrai qu'entre association Pactarim et association FSJT, nous n'appliquions pas les mêmes dispositions. Donc, sur Pactarim, il y a certaines dispositions qui étaient moins coûteuses. Pour autant, donc on essaye de trouver un juste milieu. L'idée, c'est de raisonner et de se dire quels sont nos besoins aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a besoin de financer, par exemple, sur la formation professionnelle pour fixer le taux de contribution à la formation professionnelle et d'ajuster un taux moyen qu'on va essayer de trouver à mi-chemin entre les deux conventions collectives préexistantes. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre en compte les besoins, les spécificités des activités pour fixer les coûts qui conviennent. Et après, il ne faut pas forcément raisonner aussi non plus en termes de coûts absolus, puisque comme vous le disiez Farida, il y a des dispositions, si vous n'avez pas de convention collective, qui ne vous seront jamais applicables. Je crois que Farida n'en a pas parlé, mais vous avez par exemple la durée dérogatoire aux 24 heures hebdomadaires minimales pour les salariés à temps partiel. Si vous n'avez pas de convention collective, ça, vous ne pouvez pas mettre en place par accord d'entreprise de durée de travail hebdomadaire inférieure à 24 heures. Donc ça, vous pouvez le considérer aussi comme un coût, mais un coût découlant du fait que vous n'êtes pas couvert conventionnellement. Il y a pas longtemps, je discutais avec un monsieur qui me disait, moi je suis à Uniformation, pareil, c'était une résidence sociale, mais je ne suis pas couvert conventionnellement, donc je suis à Uniformation, mais je suis donc dans une section paritaire qui s'appelle vie civile et le co ne me propose rien d'intéressant. Effectivement, si vous étiez couvert par une convention collective, vous payeriez certainement un taux de contribution à la formation professionnelle supérieur à celui que fixe le Code du travail, mais pour autant, vous auriez des services supplémentaires et peut-être que vous vous y retrouveriez plus largement finalement que par rapport au surcoût tout simple payé avec la contribution forme pro. Voilà, désolée, je hâte puisque Koudiaf nous a dit de nous hâter. Voilà. Voilà, c'est ça. On va prendre la dernière question de Nadine Michelet et ensuite on va devoir mettre un terme à cette intervention. Merci Koudiaf. Je t'en Nadine prie. Michelet, DRH au sein de l'ADEF. Donc moi, de ce que je comprends, c'est qu'il y a surtout une négociation sur la fusion des deux conventions collectives existantes. Moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout, est-ce que dans cette future négociation, pour faire naître une nouvelle convention collective qui soit adaptée à nos activités qui sont celles d'aujourd'hui, est-ce qu'il est pris en compte, excusez-moi, l'évolution de nos métiers, la réalité de nos contraintes aujourd'hui qu'on rencontre avec nos salariés, nos syndicats, nos problématiques de temps de travail, comme vous le soulignez, même si le salarié peut choisir un temps partiel choisi pour descendre en dessous des 24 heures, hein, donc on n'est pas obligé d'adhérer à une convention collective pour ce faire. Mais voilà, il y a quand même pour moi, la convention collective qui va naître, qui va émerger, devra non pas simplement prendre en compte le meilleur des deux conventions existantes qui datent un peu et qui ne correspondent pas forcément à nos activités d'aujourd'hui. Et je pense qu'il est nécessaire et indispensable effectivement de se rapprocher évidemment des adhérents du CNEA, parce qu'il faut discuter, il faut construire un dialogue en amont pour pouvoir prendre en considération faire preuve d'innovation dans cette nouvelle convention collective et envisager des choses qui ne sont pas envisagées dans les deux conventions que je me suis appropriées évidemment, comme des clauses de débit formation, etc. Effectivement, vous avez parlé du plan de formation, le taux de cotisation. Voilà, est-ce qu'il doit être supérieur, etc. Mais c'est quoi le retour pour l'employeur derrière? Effectivement, parce qu'il y a une réelle consommation de formation dans nos activités,
réelle est très forte, on a des plans de formation qui sont très forts, mais le retour sur investissement n'est pas toujours au rendez-vous. Je pense que ça, c'est un enjeu stratégique important pour toutes nos activités sur effectivement ces clauses de délit formation. C'est une idée parmi tant d'autres, mais je pense que le dialogue avec nous tous pourra aussi, si on adhère évidemment au CNEA, ce qui sera le cas de la DEF évidemment, pourra nous faire avancer sur ces sujets qui sont, à mon sens, très importants pour nos structures associatives qui n'ont pas toujours les moyens d'investir sans retour sur investissement, justement. Oui, peut-être pour répondre rapidement à vos différentes questions sur la prise en compte des métiers, de l'évolution. Ce qu'il faut savoir, certes, on a 2 CCN qui sont anciennes, mais ce sont des CCN qui sont très dynamiques. C'est-à-dire que, par exemple, la CCN FFJT, elle a constamment pris en compte finalement l'évolution des métiers, c'est-à-dire que quand on travaille sur la classification, on fait différentes études aussi qui sont liées sur les métiers, les compétences, pour avoir, on a aussi un observatoire des métiers et prospectifs qui finalement va travailler sur cette question d'évolution des métiers. Donc c'est vrai qu'on a des CCN anciennes, mais on a des textes, des avenants et des accords qui sont venus alimenter la convention collective et qui finalement s'adaptent au fil du temps. Donc ça a été le cas pour les FFJT, Pactarim peut-être un peu moins en termes de, on va dire, de dialogue social, mais pour autant, la question de la formation professionnelle, des métiers et des compétences est très importante pour les Pactarim. Donc, ils ont aussi énormément travaillé là-dessus. Et comme l'a dit Violaine, un des sujets prioritaires qu'on a mis, en tout cas sur la table pour les partenaires sociaux, c'est la formation professionnelle. La formation professionnelle, au-delà de la conclusion d'un accord avec un taux conventionnel peut-être à verser en plus, il y a bien sûr toute la question de la cartographie des métiers et des compétences actuelles pour travailler en fait là-dessus. Et c'est une étude qui va être prochainement lancée. C'est un sujet prioritaire. Donc oui, on va travailler sur le sujet, c'est une priorité pour nous. Oui, on va travailler sur les métiers compétences FFJT Pactarim, mais ce ne sera pas limité au FFJT Pactarim, parce qu'on parle aussi de prospectif. On parle maintenant de la CCN HLA, donc habitat et logement accompagné. Donc on a une vision très large des métiers et des compétences qui ne seront pas que ciblées FFJT Pactarim. Et c'est pour ça, comme le dit Violaine, c'est maintenant en fait, comme l'a dit Olivier Renaud, on tend la main et c'est vrai que ceux qui veulent rejoindre finalement le mouvement seront d'une grande aide également pour nous orienter, en tout cas, dans la définition et dans la mise en place de quelque chose qui soit le plus adapté possible à l'ensemble du logement accompagné. Je te remercie. Je me permets, Farida. Oui. Non, c'est pas grave. C'est juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Concrètement, je pense que la question, c'est de savoir quel sera l'espace d'échange dédié, en fait, à nous qui ne sommes pas rattachés à la convention collective des FFJT au Pactarim. À quel moment est-ce qu'on aura finalement notre mot à dire sur ce qui est en train d'être négocié autour de la convention collective HLA? Et c'est, voilà, quel va être cet espace? Et je pense que ça, bon, à l'heure actuelle, c'est peut-être un peu compliqué d'apporter la réponse, mais ça, ce sont des éléments qu'on se devra de communiquer à nos adhérents, voilà, quand ce sera défini. Mais c'est vrai que sur la table des négociations, enfin, concrètement, aujourd'hui, l'INAFO n'est pas encore présente. C'est en cours, et ce n'est pas encore le cas. Je pense que c'est plus, oui. Oui, en fait, je pense que rapidement, mais il faut qu'on avance sur notre projet de partenariat, effectivement, Ouais. Puisque pour représenter les intérêts de ceux qui ne sont pas couverts actuellement, nous les représenterons. Effectivement, il faut un acte d'adhésion au CNEA, parce que nous ne sommes légitimes pour porter un mandat que si vous adhérez. Ça ne nous empêche pas, en attendant l'adhésion, de nouer un dialogue de proximité, justement pour commencer à prendre en compte vos préoccupations, parce que comme l'a dit Farida, on ne va pas se cantonner à FFJT Pactarim, on est bien dans un environnement plus large et avec une logique prospective. Donc ça, effectivement, on vous proposera quelque chose très rapidement en partenariat avec l'UNAFO sur ces questions-là. Très bien. Du coup, je dois définitivement mettre un terme à cette visioconférence. Je vous remercie vraiment tous d'avoir participé. Violaine, Farida, c'est toujours un plaisir que de vous avoir avec nous à l'UNAFO. Il y a encore des événements prévus aujourd'hui au cours de la matinée. Je vous invite à aller consulter le site de l'UNAFO. Vous pouvez encore vous inscrire aux ateliers proposés aujourd'hui, demain et après-demain. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt. Merci.